Il y a des questions qui ne cherchent pas des réponses, elles cherchent à te contrôler. Elles n'arrivent pas avec des insultes ni des menaces, mais elles réussissent à te faire douter de toi-même et à te mettre sur la défensive. C'est de la manipulation déguisée en dialogue. Chaque fois que quelqu'un te lance un « Pourquoi es-tu si sensible ?» ou un « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» il n'essaie pas de te comprendre. Il teste ton terrain, cherchant à ouvrir une faille dans ta sécurité. La plupart ne le remarquent pas jusqu'à ce qu'il soit déjà pris au jeu. Tu commences par te justifier, à clarifier ce que tu n'aurais pas dû clarifier, et tu finis par perdre le contrôle de la conversation. C'est là que le manipulateur gagne, quand il réussit à te faire réagir. Cette vidéo n'est pas là pour t'apprendre à riposter avec sarcasme ou colère. Il s'agit de t'entraîner à rester ferme, à ne pas céder ton pouvoir, ni ta tranquillité. Un stoïcien comprend que le véritable contrôle n'est pas d'avoir le dernier mot, mais de ne pas laisser l'autre t'entraîner sur son terrain. Dans les prochaines minutes, nous allons dévoiler 5 questions qui semblent inoffensives, mais qui ont été utilisées encore et encore pour te déstabiliser. Tu apprendras le mécanisme psychologique derrière chacune d'elles et comment les désarmer avec sérénité, en utilisant des principes stoïciens que n'importe qui peut appliquer dans sa vie quotidienne. Si tu veux arrêter d'être la marionnette des mots des autres, commence par reconnaître ces pièges. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de devenir conscient. Parce que le pouvoir d'un manipulateur se termine le jour où tu refuses de danser au rythme de son jeu. 1. Pourquoi es-tu si sensible? Cette question, qui semble innocente, est l'une des armes préférées des manipulateurs. Elle n'arrive pas avec violence, elle arrive doucement, comme si c'était une simple observation. Mais c'est une flèche empoisonnée. Son but est que tu commences à remettre en question la validité de tes émotions et que tu te sentes faible de les avoir. C'est une attaque déguisée en préoccupation. Celui qui te la lance insinue que ta réaction est exagérée, que ta douleur n'est pas légitime, que ton inconfort n'a pas de sens. En d'autres termes, il veut t'invalider. Le sous-texte psychologique de cette question est clair. Il déplace le focus du problème réel vers toi. Si quelqu'un t'offense ou franchit une limite et que tu réponds fermement, il lâche immédiatement ce « Pourquoi es-tu si sensible ?» Avec ces mots, ils te disent que le problème n'est pas leur attitude, mais ton caractère. Ce qu'ils cherchent, c'est à te faire sentir coupable de réagir et à te faire t'auto-censurer. C'est un jeu de pouvoir. Le manipulateur se débarrasse de toute responsabilité et te force à te justifier. Un stoïcien ne donne jamais son jugement aux autres. Marc Aurèle disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les jugements que nous portons sur elles. Cette question tente de changer ton jugement, de te faire voir ta propre réaction comme une erreur. La meilleure défense commence par ne pas tomber dans ce piège mental. La première chose à retenir est que ressentir des émotions n'est pas une faiblesse. Ce qui importe, ce n'est pas de ressentir, mais comment tu décides d'agir face à ce que tu ressens. Quand quelqu'un te dit « Pourquoi es-tu si sensible ?» Moi, ne lui donne pas le pouvoir de te définir. Respire et observe-le. Derrière cette phrase, il y a une tactique de diversion. Tu n'as pas besoin de lui expliquer pourquoi quelque chose t'a affecté, ni de justifier tes limites. Ton calme sera ta réponse la plus percutante. Une façon stoïcienne de neutraliser cette manipulation est de répondre par des phrases qui mettent fin au jeu, comme « je signale un fait »,« je n'exagère pas » ou « il ne s'agit pas de sensibilité, mais de respect ». Avec cela, tu ramènes le focus sur le comportement inapproprié de l'autre personne et non sur ta réaction. L'erreur la plus courante est de réagir avec colère ou de tomber dans des discussions interminables pour se défendre. C'est ainsi que le manipulateur gagne. Il réussit à te faire dépenser de l'énergie à essayer de prouver que ton émotion est valide. Ne tombe pas dans ce piège. Rappelle-toi que la maîtrise de soi ne consiste pas à réprimer ce que tu ressens, mais à ne pas laisser quelqu'un d'autre décider du cours de ta réponse. Imagine que tu es face à une mer calme. Les paroles des autres sont des pierres jetées à l'eau. Certaines génèrent de petites ondes, d'autres provoquent de grandes vagues, mais aucune ne peut bouger le fond de la mer si celui-ci est solide.
Ta pensée doit être ainsi, solide et profonde, même si la surface est agitée. Chaque fois que quelqu'un utilise cette question pour essayer de te déstabiliser, répète-toi « Je peux ressentir ce que je ressens, mais je ne vais pas leur donner le contrôle de ma réaction ». Cette affirmation interne te maintiendra ancré. Souviens-toi, celui qui t'accuse d'être sensible n'est pas intéressé à te comprendre, il essaie de te faire taire. Son but est que tu te remettes en question et que tu recules. Ne lui accorde pas cette victoire. Reste ferme, réponds sans agressivité, avec clarté et respect, et laisse ta composture être la preuve qu'ils ne peuvent pas te manipuler. Maîtriser ce premier type d'attaque est fondamental car il donne le ton à toutes les autres interactions. Si tu réussis à ne pas tomber dans ce piège, tu apprendras à défendre tes limites sans avoir honte de tes émotions. Et c'est là le véritable pouvoir d'un stoïcien. Rester inébranlable même lorsque l'attaque se déguise en simple question. 2. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? À première vue, cela semble être une question innocente, voire tendre. Mais dans la bouche d'un manipulateur, c'est un piège subtil et dangereux. Celui qui te la pose ne cherche pas à savoir si tu lui fais confiance. Il cherche à te faire t'engager aveuglément, à te faire sentir que douter de ses intentions est une trahison. C'est un jeu psychologique qui fait appel à ton besoin naturel de montrer de la loyauté et de maintenir la paix dans la relation, que ce soit d'amitié, de couple, de famille ou même au travail. Le véritable poison de cette question réside dans la pression implicite. Elle te place à un carrefour émotionnel. Si tu réponds oui, tu donnes carte blanche à cette personne pour qu'elle fasse ce qu'elle veut sans être remise en question. Si tu réponds non, tu deviens le méfiant, le paranoïaque ou le méchant de l'histoire. Dans les deux cas, celui qui pose la question gagne le contrôle. Ce type de phrases ne sont pas des ponts vers la confiance. Ce sont des chaînes qui cherchent à t'attacher. Un manipulateur sait que la confiance est une arme à double tranchant. Il utilisera ta réponse affirmative pour invalider toute réclamation ultérieure. Mais tu m'as dit que tu me faisais confiance. De cette façon, ils évitent non seulement de donner des explications, mais ils te font te sentir coupable de les remettre en question. Si tu cèdes à cette pression, tu commences à renoncer à ton propre jugement. Les stoïciens enseignaient que la véritable confiance n'est pas accordée par des mots, mais par des actions répétées dans le temps. Épictète insistait sur le fait que nous ne devons pas mettre entre les mains d'autres ce qui appartient à notre jugement. Faire confiance ne signifie pas fermer les yeux ni renoncer à la prudence. Cela signifie observer et décider sur la base des faits et non des promesses ou des phrases chargées de culpabilité. Quand quelqu'un te dit « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» ne te précipite pas pour répondre et ne te sens pas obligé de donner une réponse immédiate. Le silence, dans de nombreux cas, est ta première défense. Observe le contexte. Pourquoi te pose-t-il cette question maintenant? Ou que cherche-t-il à obtenir de toi avec cette réponse? Y a-t-il quelque chose qu'il essaie de te faire accepter sans te poser de questions? Le calme te donne de la clarté et la clarté te donne du pouvoir. La meilleure façon de neutraliser cette tactique est de ne pas tomber dans le cadre émotionnel qu'il t'impose. Tu peux répondre par des phrases qui renvoient la responsabilité à leurs actions, comme « La confiance se démontre, elle ne s'exige pas » ou « Ma confiance dépend de la façon dont tu agis, pas de ce que tu me demandes ». Cela ne fait pas seulement arrêter le jeu, mais cela établit des limites claires et montre que tu ne te laisseras pas entraîner par la manipulation. La réaction commune est de se sentir pressé de répondre par un oui pour éviter les conflits. Mais cette réponse précipitée est la véritable erreur. Un stoïcien sait qu'il ne doit pas céder à l'impulsion de plaire au détriment de sa paix intérieure. L'autocontrôle est plus précieux que toute approbation momentanée. Pense à un gardien qui protège une porte. Il ne laisse pas passer n'importe qui dit avoir de bonnes intentions. Il observe, analyse et décide. C'est ainsi que tu dois être avec ta confiance. Ce n'est pas un cadeau qui est accordé par courtoisie. C'est un privilège que les autres doivent gagner. Souviens-toi que faire confiance ne signifie pas devenir naïf. Cela signifie choisir consciemment à qui tu donnes accès à ton espace émotionnel. Chaque fois que tu réponds à cette question avec sérénité et fermeté,
Tu démontres que ta confiance n'est pas à vendre et ne peut être achetée avec de belles paroles. Affronter cette question avec clarté te libère d'un des pièges les plus courants de la manipulation émotionnelle. 3. Tu m'accuses? Il y a des questions qui ne cherchent pas à éclaircir la vérité, mais à la détourner. Tu m'accuses? En est une. Elle est utilisée pour vous arrêter net, pour vous faire sentir que vous attaquez, alors qu'en réalité, vous ne faites que souligner quelque chose qui vous dérange ou vous suspectez. C'est une manœuvre psychologique brillante pour ceux qui cherchent à s'en sortir indemnes. Au lieu de répondre, ils réussissent à vous mettre sur la défensive. Le véritable pouvoir de cette question réside dans le revirement qu'elle provoque. Soudain, le problème cesse d'être le comportement que vous remettiez en question et devient votre audace à le souligner. C'est comme si quelqu'un vous bousculait volontairement et, lorsque vous vous plaignez, il se vexe en disant « Tu m'accuses ?» Il ne cherche pas la vérité, il cherche à vous désarmer émotionnellement. Le manipulateur utilise cette tactique pour invalider tout doute ou réclamation en leur donnant un air d'injustice. Son objectif est de brouiller votre perception, de vous faire croire que votre malaise est une attaque infondée. Une fois qu'ils réussissent à vous faire justifier, ils prennent le contrôle. Vous commencez à expliquer pourquoi vous avez pensé ce que vous avez pensé, à adoucir vos mots pour ne pas paraître accusateur, et à chaque phrase que vous donnez, vous perdez de l'autorité sur la conversation. La philosophie stoïcienne enseigne que nous ne devons pas nous laisser entraîner par des provocations déguisées. Épictète rappelait que ce ne sont pas les paroles des autres qui blessent, mais notre réaction à elles. Cette question « tu m'accuses » est un hameçon. La clé pour la neutraliser n'est pas de répondre précipitamment, mais de garder son calme et de ne pas permettre à l'autre de changer le centre de la discussion. Lorsque vous entendez cette phrase, arrêtez-vous. Ne vous précipitez pas pour vous justifier et ne tombez pas dans le piège de prouver que vous n'êtes pas offensant. La réponse la plus puissante que vous pouvez donner est de ramener la responsabilité au point d'origine avec calme et fermeté. Des phrases comme « je parle de ce qui s'est passé, pas d'accuser quelqu'un » ou « je souligne des faits, je n'invente pas des fautes » fonctionnent pour démonter la stratégie. L'erreur commune est de perdre son calme et de réagir avec colère, ce qui renforce la narrative du manipulateur que vous êtes injuste ou irrationnel. Souvenez-vous, lorsqu'ils posent cette question, ce n'est pas parce qu'ils cherchent à clarifier, c'est parce qu'ils essaient de vous faire perdre le contrôle. Et la meilleure façon de frustrer cette intention est de rester serein. Imaginez que vous êtes au milieu d'une partie d'échecs. Chaque fois que l'autre déplace une pièce dans le but de vous mettre sous pression, vous ne répondez pas par le premier impulsion. Vous réfléchissez, observez et agissez seulement ensuite. C'est ainsi que votre esprit doit être face à des provocations comme celle-ci. La sérénité est votre avantage stratégique. Un stoïcien ne se laisse pas entraîner par le théâtre émotionnel des autres. Garder le focus sur les faits vous rend immunisé contre ces tactiques. Si votre pointe est valide, vous n'avez pas à reculer. Seul celui qui a quelque chose à cacher cherche à transformer les questions en attaque personnelle. Pratiquez cette réponse ferme mais calme vous apprendra à ne pas céder du terrain lorsque quelqu'un essaie de vous manipuler avec du victimisme. La prochaine fois que vous entendrez « tu m'accuses », ne jouez pas à leur jeu. Respirez, gardez le regard fixe et revenez au point central, les faits. Le véritable pouvoir n'est pas de crier plus fort ou d'avoir le dernier mot. Il est de ne pas laisser l'autre décider du cours de votre dialogue, ni de vous entraîner dans le rôle d'agresseur alors que vous ne demandiez que de la clarté. Celui qui maîtrise sa réponse maîtrise la conversation. Et c'est dans ce contrôle que réside la force d'un stoïcien. 4. Crois-tu que je te mentirais ? Il y a des questions qui semblent être un pont vers l'honnêteté, mais qui sont en réalité un piège pour te faire baisser la garde. Crois-tu que je te mentirais ? N'est pas un véritable intérêt pour connaître ta réponse. C'est une stratégie pour te forcer à nier toute suspicion et à te sentir coupable de douter. Au lieu d'éclaircir la situation, cette question l'obscurcit, car elle fait appel à ton sens de la loyauté et à ton besoin de ne pas paraître paranoïaque.
Le manipulateur sait que personne ne veut être vu comme méfiant. Alors, il pose cette question pour que tu te précipites à dire non, que bien sûr, tu ne crois pas qu'il ment. À ce moment-là, tu donnes un vote de confiance qui n'était peut-être pas justifié. C'est comme tendre un piège avec un sourire. Il ne cherche pas l'honnêteté, il cherche le silence. Le contexte psychologique est clair. Une fois que tu as répondu que tu ne crois pas qu'il te ment, tu perds le droit de questionner. Si plus tard il apparaît des preuves que les choses n'étaient pas comme il le disait, ils t'ont déjà désarmé avec ta propre réponse. Ils te rappelleront, mais tu as dit que tu me faisais confiance, que tu ne pensais pas que je mentais. Ainsi, ils transforment ta bonne volonté en une arme contre toi. La philosophie stoïcienne enseigne que la confiance ne doit pas être un réflexe émotionnel, mais un jugement rationnel basé sur les faits. Marc Aurèle écrivait que l'âme tranquille observe sans se laisser tromper par les apparences. Cela signifie que nous ne devons pas permettre que les paroles douces remplacent les preuves claires. Le stoïcien comprend que la prudence n'est pas de la méfiance. C'est du respect pour soi-même. Quand quelqu'un te dit « Crois-tu que je te mentirais ?» La première chose à faire est de ne pas réagir précipitamment. Garde le silence et analyse l'intention derrière la question. Demande-toi, pourquoi a-t-il besoin de s'assurer que je ne doute pas de lui? Et que gagnerait-il si je nie mes soupçons? Y a-t-il quelque chose qu'il essaie de cacher sous cette phrase? Cette pause te donnera du recul et t'évitera de tomber dans le piège de la culpabilité. La meilleure façon de neutraliser cette tactique est de ne pas entrer dans le cadre qu'ils t'imposent. Tu n'as pas à leur donner la réponse qu'ils attendent. Tu peux répondre avec sérénité et fermeté. Il ne s'agit pas de ce que je crois, il s'agit des faits, ou je préfère me baser sur ce que je peux vérifier, pas sur des suppositions. Cela détourne le pouvoir de la question et ramène l'accent sur les preuves. L'erreur commune est de répondre rapidement par peur d'offenser. Cette réaction est précisément ce que le manipulateur cherche, que tu choisisses l'harmonie immédiate plutôt que ta clarté. Mais un stoïcien sait que le véritable respect pour les autres commence par le respect de son propre jugement. Pense à un gardien qui ne laisse passer personne simplement parce qu'il parle poliment. Observe d'abord, décide ensuite. C'est ainsi que tu dois gérer la confiance. Non pas comme un cadeau qui est donné à celui qui le demande, mais comme une porte qui ne s'ouvre que lorsqu'il y a des raisons claires de le faire. Souviens-toi que tu n'as pas besoin de justifier ta prudence. Le soupçon n'est pas une insulte lorsqu'il est basé sur des faits ou des incohérences. Celui qui se sent offensé par ta prudence peut essayer de cacher quelque chose qu'il ne veut pas expliquer. Répondre calmement et en se concentrant sur les faits, non seulement désarme cette question, mais renforce ta position. Tu démontres que ta confiance ne peut pas être achetée avec des paroles douces ni avec des questions chargées de culpabilité. Le véritable pouvoir d'un stoïcien est de ne pas permettre aux autres de définir l'étendue de sa confiance ni la direction de ses doutes. Reste ferme, car celui qui ne se laisse pas entraîner par la culpabilité n'est jamais manipulé. 5. Ne pouvons-nous pas le laisser derrière nous ? Parmi toutes les questions manipulatrices, celle-ci est l'une des plus dangereuses, car elle se déguise en réconciliation. Ne pouvons-nous pas le laisser derrière nous ? Sonne comme la paix, la maturité, un désir de mettre fin au conflit. Mais en réalité, lorsqu'un manipulateur l'utilise, il ne cherche pas à résoudre le problème. Il cherche à l'enterrer vivant pour ne pas y faire face. C'est une fausse conclusion qui prétend que tu baisses ta garde et taises ton mécontentement même si la blessure reste ouverte. Cette tactique psychologique fonctionne parce qu'elle fait appel à ton désir de paix. Personne ne veut prolonger un conflit. Personne n'aime discuter éternellement. C'est pourquoi, lorsque cette question t'est posée, elle éveille ton envie de céder pour ne pas compliquer les choses. Le manipulateur le sait et c'est pourquoi il l'utilise. Il veut que tu confondes le fait de te rendre avec le fait d'être mature. Le vrai problème est que, en acceptant cette fausse conclusion, tu ne guéris pas le conflit, tu le caches seulement. Ce qui n'est pas résolu se transforme en ressentiment, et le ressentiment est un terrain fertile pour plus de manipulation. Chaque fois que tu te tais pour le laisser derrière toi, tu renforces le pouvoir de celui qui t'a fait du mal, parce qu'il apprend qu'il peut franchir tes limites sans conséquence.
Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure ne se construit pas en évitant les vérités inconfortables, mais en les affrontant avec calme et courage. Sénèque disait que la colère qui est gardée en silence ne disparaît pas, elle pourrit à l'intérieur. C'est pourquoi, lorsque tu entends « ne pouvons-nous pas le laisser derrière nous ?» la première chose à faire est de te demander « le problème a-t-il été résolu ou veulent-ils simplement que je l'ignore ?» La blessure a-t-elle été soignée ou la couvrent-ils simplement de belles paroles? Un manipulateur préfère le silence à la solution parce que le silence maintient son contrôle intact. En refusant de parler du sujet, tu lui donnes la permission de répéter le même comportement encore et encore. La véritable maturité ne consiste pas à céder face à l'inconfort, mais à exiger de la clarté et du respect. Lorsque quelqu'un utilise cette question pour éviter sa responsabilité, la meilleure réponse est ferme et sereine. Tu peux dire « nous pouvons le laisser derrière nous lorsque nous l'aurons résolu, pas avant » ou « je ne veux pas porter quelque chose qui a besoin d'être clarifié ». Ces phrases ne cherchent pas le conflit, elles cherchent la justice. L'erreur la plus courante est de céder par fatigue émotionnelle. Parfois, après tant de discussions, tout ce que tu veux, c'est la paix, même si elle est temporaire. Mais un stoïcien sait que la paix superficielle est une illusion fragile. La véritable tranquillité surgit lorsque les choses sont en ordre, pas lorsqu'elles sont ignorées. Imagine que tu as une blessure sur la peau. Tu peux la couvrir avec un bandage et prétendre qu'elle n'est pas là, mais si tu ne la nettoies pas et ne la soignes pas, l'infection grandira sous le tissu. C'est ainsi que fonctionnent les problèmes qui sont laissés derrière sans être résolus. Ils restent là, contaminant la relation, t'affaiblissant petit à petit. Le self-control stoïcien ne signifie pas se taire pour éviter le drame. Cela signifie choisir quand et comment parler pour guérir ce qui fait mal. Garder son calme en exprimant que tu ne veux pas ignorer le problème est un signe de force, pas de faiblesse. Souviens-toi, la paix ne se négocie pas au détriment de ta dignité. Celui qui insiste pour que tu le laisses derrière toi sans assumer sa part, cherche ton silence, pas ton bien-être. Ne donne pas ta voix en échange d'un calme faux. Répondre avec fermeté et clarté à cette question marque un avant et un après. Tu montres à l'autre que ta paix intérieure n'est pas à vendre et que tu ne vas pas permettre qu'une conclusion vide remplace la véritable réparation. 6. Tu exagères toujours comme ça? Il y a des phrases qui semblent être un simple commentaire, voire une blague, mais qui sont chargées de poison émotionnel. Tu exagères toujours comme ça? Est l'une de ces questions qui désarment et blessent en même temps. Elle est utilisée pour te faire sentir irrationnel, dramatique, incapable de mesurer les choses avec calme. Le manipulateur sait que s'il parvient à te faire douter de ta perception, il pourra contrôler le récit à son avantage. Le véritable pouvoir de cette question réside dans son déguisement d'humour. Dite avec un sourire ou sur un ton ironique, elle semble inoffensive. Cependant, son objectif est clair. Minimiser ton expérience et te présenter comme quelqu'un qui perd toute proportion. C'est une façon d'invalider tes sentiments et de détourner l'attention du véritable problème. Ce type de commentaire est une tactique psychologique qui attaque ton estime de soi. Il te fait commencer à te demander si tu exagères vraiment, si ton irritation est aussi grande que tu le penses, ou si tu devrais te taire pour ne pas paraître exagéré. La manipulation fonctionne quand ils parviennent à te faire t'auto-censurer. Les stoïciens mettaient en garde contre le danger de confier son propre jugement aux autres. Épictète enseignait que personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. Chaque fois que tu penses que ta perception est exagérée simplement parce que quelqu'un d'autre le dit, tu lui donnes ce consentement. Ce que tu ressens a de la valeur et mérite de l'attention, même si l'autre le ridiculise. Répondre à cette question ne signifie pas entrer en discussion ni rendre le sarcasme. La force réside dans le maintien de la composture et le renvoi de la responsabilité au comportement de celui qui tente de te minimiser. Tu peux répondre par des phrases courtes et fermes. « Je décris ce qui s'est passé, je n'exagère pas. » Ou « Si tu ne le vois pas de la même manière,
cela ne signifie pas que ce n'est pas réel pour moi. Avec cela, tu établis une limite sans tomber dans le jeu émotionnel qu'il recherche. L'erreur commune face à cette attaque est de réagir avec colère ou honte. Si tu réponds avec colère, tu renforces leur argument que tu es exagéré. Si tu te tais par honte, tu confirmes le pouvoir de leur manipulation. La bonne réponse est le juste milieu. Parler avec sérénité, mais sans céder de terrain. Imagine une flamme qu'ils essaient d'éteindre en soufflant dessus avec moquerie. Si tu réponds avec colère, elle devient un feu incontrôlable. Si tu t'éteins, elle s'éteint. Cette flamme est ta dignité. La philosophie stoïcienne ne propose pas d'être froid ou indifférent, mais maître de ta réaction. Garder son calme n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de discipline et de force mentale. Chaque fois que quelqu'un t'accuse d'exagérer alors que tu ne fais qu'exprimer une limite, rappelle-toi que la perception des autres ne définit pas la réalité de ton expérience. Cette question révèle aussi quelque chose d'important. Celui qui a besoin de ridiculiser ce que tu ressens craint de faire face à sa propre responsabilité. Te minimiser est sa façon d'éviter de se regarder dans le miroir de ses actes. Ne tombe pas dans cette distraction. Reste concentré sur le fait que tu soulignes, pas sur le jugement que l'autre veut t'imposer. Résister à ce type de manipulation nécessite de la pratique et de l'autocontrôle. Mais chaque fois que tu y parviens, tu renforces ton caractère. Tu montres clairement que tu n'es pas prêt à laisser ta voix être réduite au silence par le sarcasme. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de réduire tes sentiments à une exagération, ne te justifie pas et n'explique pas plus que nécessaire. Réponds fermement, reste calme et rappelle-toi que la véritable mesure des choses est définie par ton jugement, pas par la moquerie des autres. C'est la voie stoïcienne. Fermeté dans la vérité, sérénité face à l'attaque et dignité inébranlable. 7. Est-ce que tu penses vraiment ça de moi? Peu de questions sont aussi habiles pour te désarmer que celle-ci. Est-ce que tu penses vraiment ça de moi? Ne sonne pas agressive, elle sonne blessée, presque déçue. C'est pourquoi elle est si efficace. Elle n'attaque pas de front. Elle t'enveloppe dans un halo de culpabilité et te fait sentir que tu as commis une injustice en osant questionner. C'est le genre de phrase qui te force à défendre tes sentiments comme s'ils étaient un crime. Le manipulateur sait que la culpabilité est une arme puissante. Utiliser un ton de victime lui permet d'inverser les rôles. Celui qui pointait un problème se voit comme l'agresseur. Ils parviennent ainsi à détourner l'attention de leur comportement vers tes paroles, te faisant toi qui dois te justifier pour douter ou réclamer. Le danger psychologique de cette question réside dans son apparente innocence. Quand tu l'entends, tu ressens l'impulsion d'adoucir ce que tu as dit, de te rétracter pour ne pas blesser. C'est exactement le mécanisme qu'ils cherchent à activer, que tu réduises toi-même le poids de tes limites et que tu finisses par demander pardon pour avoir dérangé l'autre. L'enseignement stoïcien est clair. Ton devoir est envers la vérité, pas envers les émotions des autres. Marc Aurèle disait que nous devons être gentils, mais pas au détriment de la justice. En d'autres termes, pointer un fait n'est pas de la cruauté, c'est de la responsabilité. Si quelqu'un reçoit la vérité comme une attaque, c'est son problème, pas le tien. Répondre à cette question avec agressivité ne fait qu'alimenter le jeu. La clé est de rester calme et de réaffirmer sereinement ce que tu as dit. Tu peux répondre « Oui, je le pense parce que les faits me conduisent à le voir ainsi » ou « Ce n'est pas ce que je pense de toi, c'est ce que j'observe dans ton comportement ». Ces réponses ramènent le poids de la situation aux faits et empêchent la conversation de dévier vers le terrain émotionnel que le manipulateur tente d'imposer. L'erreur commune est de tomber dans la culpabilité et de se rétracter par peur de blesser l'autre. Mais céder à cette pression ne fait que perpétuer le cycle de manipulation. La compassion ne signifie pas renoncer à la clarté. Imagine que tu tiens un miroir devant quelqu'un. Ce n'est pas le miroir qui crée l'image. Il ne fait que refléter ce qui est là. Ainsi sont tes paroles quand tu pointes quelque chose de réel. Elles n'inventent rien. Elles ne montrent que ce qui existe déjà. Si l'autre n'aime pas ce qu'il voit, ce n'est pas le miroir le problème. Pratiquer cette fermeté nécessite une discipline émotionnelle. Chaque fois que tu parviens à maintenir ton point avec sérénité,
tu renforces ta confiance en toi et démontres que tu ne vas pas permettre que la peur de déranger te fasse taire. La prochaine fois que quelqu'un utilise le poids de la culpabilité déguisée en déception, ne cède pas et ne te justifie pas. Reste calme, parle des faits et laisse la vérité parler d'elle-même. Un stoïcien ne cherche pas à humilier ni à blesser, mais il ne sacrifie pas non plus la vérité pour protéger l'orgueil d'autrui. C'est là la véritable force. Rester ferme face aux émotions des autres, sans perdre son humanité ni sa clarté. Vite, vas-tu continuer avec ce sujet? Cette question est l'une des manœuvres les plus épuisantes qu'un manipulateur peut utiliser. Vas-tu continuer avec ce sujet? Ne cherche pas de réponse, elle cherche à t'épuiser. C'est une phrase conçue pour te faire sentir que l'insistance sur un sujet est inutile, que tu déranges, que tu es têtu ou conflictuel pour ne pas lâcher ce qui n'est pas encore résolu. Le fond psychologique de cette tactique est l'épuisement émotionnel. Le manipulateur compte sur le fait que, s'il parvient à te fatiguer, tu finiras par te taire et renoncer à clarifier ce qui te préoccupe. Ils savent que beaucoup de gens préfèrent céder plutôt que de se sentir jugés pour leur insistance. C'est une stratégie d'évasion, déplacer le focus de leur responsabilité vers ton obstination. Quand tu entends cette question, la tentation immédiate est de te rendre pour ne pas paraître insistant. C'est là que tu perds le contrôle. Ce qui est important n'est pas combien de fois le sujet est mentionné, mais si le problème qui l'a provoqué reste non résolu. Faire semblant que tout va bien ne fera pas disparaître la vérité. Le stoïcisme enseigne à persévérer avec calme. Épictète disait que nous ne devons pas abandonner ce qui est juste simplement parce que le chemin est difficile. Insister n'est pas de l'obstination quand ce que tu cherches est la clarté et le respect. La différence entre un caprice et un principe réside dans la cause qui le soutient. Répondre avec colère ou sarcasme, c'est tomber dans le jeu. Le manipulateur veut te voir perturbé pour pouvoir dire que tu exagères. Au lieu de cela, garde ton sang-froid et ramène l'attention sur le point central avec sérénité. Des phrases comme « je vais continuer jusqu'à ce que ce soit clair » ou « je ne répète pas par plaisir, mais parce que ce n'est pas encore résolu » sont des armes puissantes pour maintenir le cap de la conversation. L'erreur commune est de confondre la paix avec le silence. Se taire par fatigue peut apporter un soulagement momentané, mais perpétue l'injustice. Un stoïcien ne cherche pas le conflit inutile, mais il n'évite pas non plus le dialogue difficile lorsque la vérité l'exige. La véritable paix arrive lorsque le problème est résolu, pas quand il est ignoré. Pense à une rivière qui insiste pour se frayer un chemin entre les rochers. Elle ne le fait pas par caprice, mais parce qu'elle a besoin de couler. Ta détermination face aux tentatives de te détourner doit être la même, constante, mais sans perdre ta sérénité. La fermeté ne signifie pas crier, elle signifie ne pas abandonner le cours de ce qui est correct. Celui qui te pose cette question a généralement peur de la confrontation des faits. C'est pourquoi il cherche à t'épuiser avec des insinuations que tu es ennuyeux. Reste ferme. Le malaise que l'autre ressent n'est pas une raison suffisante pour sacrifier la vérité. La prochaine fois que tu entendras « Vas-tu continuer avec ce sujet ?» Souviens-toi que ce n'est pas une demande de paix, c'est une stratégie pour t'épuiser. Garde ton calme, réaffirme ton point de vue et continue jusqu'à ce que tout soit clair. Le véritable pouvoir réside dans la persévérance tranquille, car personne ne peut faire plier celui qui reste ferme sans perdre sa sérénité. 9. Ne penses-tu pas que tu imagines des choses? Peu de phrases sont aussi dangereuses que celles-ci. Ne penses-tu pas que tu imagines des choses? Ne cherche pas seulement à détourner la conversation. Elle vise directement ta perception de la réalité. C'est le genre de commentaire qui tente de semer le doute dans ton esprit, de te faire questionner si ce que tu as vu, ressenti ou pressenti était réel ou simplement le produit de ton imagination. Le manipulateur sait que, s'il parvient à te faire douter de ton propre jugement, il aura gagné bien plus qu'une discussion. Il aura mis en échec ta sécurité intérieure. C'est une technique psychologique connue sous le nom de gaslighting, dont l'objectif est de faire perdre à la victime confiance en son jugement
et de finir par dépendre de la version du manipulateur pour interpréter les faits. Le véritable danger réside dans l'invisible. Chaque fois que tu acceptes cette idée que peut-être tu imagines des choses, tu cèdes un peu de terrain. Petit à petit, tu cesses de faire confiance à tes instincts, tu tais tes soupçons et tu renonces à demander des explications. C'est ainsi que le manipulateur parvient à te faire t'auto-censurer et à te retrouver piégé dans une réalité que tu ne contrôles plus. La philosophie stoïcienne offre une défense puissante contre ce type d'attaque, la maîtrise de ses propres pensées. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce lorsqu'elle s'attache aux faits et non aux interprétations d'autrui. La meilleure réponse à cette question n'est pas de convaincre l'autre, mais de maintenir ferme ta connexion avec la vérité que tu as observée. Quand quelqu'un te dit « Ne penses-tu pas que tu imagines des choses ?» évite la réaction impulsive de te justifier avec des détails interminables. C'est le piège. Ils veulent t'entraîner à expliquer chaque étape de ta perception pour t'épuiser. À la place, réponds calmement et rends le poids de la clarté aux faits. Je n'imagine pas, je parle de ce qui s'est passé ou, si je l'ai perçu ainsi, c'est à cause de quelque chose qui s'est passé, pas à cause de fantasmes. L'erreur la plus courante est de douter de soi-même en entendant cette phrase, surtout lorsqu'elle vient de quelqu'un de proche. Mais un stoïcien comprend que son jugement doit reposer sur des preuves et des observations, pas sur les insinuations des autres. Imagine que tu marches dans le brouillard. Tu vois une figure devant toi et quelqu'un insiste sur le fait qu'il n'y a rien là. La question n'est pas de savoir si tu la vois avec une clarté parfaite, mais si tu la vois suffisamment pour ne pas l'ignorer. C'est ainsi que tu perçois les signaux. Tu n'as pas besoin que les autres les valident pour reconnaître qu'ils existent. Résister à cette manipulation nécessite du courage émotionnel. Rester ferme face aux doutes imposés est un acte d'autodéfense mentale. Ce n'est pas de l'obstination, c'est préserver ta santé mentale. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te faire croire que tout est dans ta tête, souviens-toi que ta perception n'a pas besoin de permission pour être valide. Un stoïcien fait confiance à la sérénité de son observation et ne se laisse pas arracher cette certitude par la peur de déranger. Garde ton calme, parle avec des faits et protège ton esprit, car celui qui réussit à te faire douter de toi-même contrôle tout le reste. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Arrête de te tromper. Ce n'est pas le monde qui te brise, c'est ton esprit qui abandonne en premier. Ce ne sont pas les problèmes qui te détruisent, mais la façon dont tu réagis face à eux. Tu peux être fort physiquement, mais si une simple critique te désarme ou si la peur de l'échec te paralyse, alors tu n'es pas fort, tu sembles seulement fort. La vie ne va pas s'arrêter pour t'attendre ni adoucir ses coups. Chaque jour te mettra face à des défis que tu ne peux pas contrôler. Et c'est là que se révèle qui a un caractère inébranlable et qui ne fait que le prétendre. Le stoïcisme enseigne que la véritable force naît lorsque tu cesses d'être l'esclave de tes émotions. Il ne s'agit pas de devenir froid ou de réprimer ce que tu ressens, mais de t'entraîner pour que la douleur, la peur et l'adversité ne décident pas pour toi. L'esprit est comme un muscle. Si tu ne l'exerces pas, il s'affaiblit. Si tu l'entraînes dans la difficulté, il devient imbattable. C'est la différence entre sombrer sous les coups de la vie ou les utiliser comme des marches pour te relever plus haut. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent de jolies phrases ou qui veulent de la compassion. Elle est pour ceux qui en ont assez de se sentir fragiles, pour ceux qui veulent reprendre le contrôle d'eux-mêmes et affronter le monde avec sérénité, discipline et courage. Ici, tu trouveras 9 leçons pratiques inspirées du stoïcisme. Et pas de théorie compliquée, ni de mots vides, mais des principes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour endurcir ton esprit et cesser de céder du terrain face à l'adversité. Si tu es prêt à arrêter de justifier ta faiblesse, alors il est temps de commencer à forger une force mentale que personne ne peut renverser.
1. Briser les chaînes des attentes. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils manquent de talent ou d'opportunités. Ils échouent parce qu'ils vivent piégés dans les attentes, celles que les autres leur imposent et celles qu'ils s'inventent eux-mêmes. Ils pensent que la vie devrait les traiter d'une certaine manière, que le monde devrait être plus juste, que les amis devraient les soutenir sans jamais faillir, que l'effort devrait apporter des résultats rapides. Mais la vie ne suit pas ces règles, elle ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. Les attentes rigides sont comme des chaînes invisibles. Plus vous vous y accrochez, plus vous vous frustrez lorsque la réalité ne les satisfait pas, et plus vous souffrez pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Le stoïcisme est brutalement clair sur ce point. La douleur que nous ressentons ne provient pas des faits, mais de l'histoire que nous nous racontons à leur sujet. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions sur elles. L'attente est cette opinion anticipée qui dicte comment les choses devraient être, et lorsque la réalité ne se plie pas, nous réagissons avec colère, tristesse ou déception. Celui qui veut développer une force mentale doit briser ses chaînes. Il doit apprendre à accepter le monde tel qu'il est, pas comme il aimerait qu'il soit. Pensez à combien de fois vous vous êtes senti blessé parce que quelqu'un ne vous a pas apprécié comme vous l'espériez, parce qu'un plan n'a pas été parfait, ou parce qu'un objectif n'a pas été atteint dans le temps que vous vouliez. Cette blessure n'a pas été causée par le fait en lui-même, mais par votre attente non satisfaite. Lorsque vous lâchez l'attente, le coup ne fait plus aussi mal parce que vous cessez de lutter contre l'inévitable. Accepter n'est pas se rendre. Accepter, c'est reconnaître la réalité pour agir à partir de celle-ci avec clarté et force. Briser les attentes ne signifie pas renoncer à avoir des rêves ou des standards. Cela signifie arrêter d'exiger que le monde s'adapte à votre scénario. Cela signifie avancer avec des objectifs clairs mais flexibles face aux résultats, parce que vous savez que la seule chose qui est sous votre contrôle sont vos actions, pas le résultat. Cette mentalité vous donne un énorme avantage, tandis que d'autres se frustrent parce que les choses ne se passent pas comme elles devraient. Vous restez serein et concentré sur ce que vous pouvez faire maintenant. Imaginez que vous vous entraînez pour une compétition et, le jour de l'événement, il pleut des cordes. La plupart se plaignent, il ne devrait pas pleuvoir justement aujourd'hui. Vous, en revanche, vous vous adaptez parce que vous n'attendez pas que le climat s'adapte à vous. C'est la liberté que vous donne le fait de lâcher les attentes, le pouvoir d'agir calmement, quel que soit le scénario. C'est ainsi que l'on commence à forger un esprit inébranlable parce que la déception perd sa force sur vous. Le conseil pratique est simple mais puissant. Chaque fois que vous remarquez que vous souffrez de quelque chose, demandez-vous quelle attente non satisfaite alimente cette souffrance. Faites-en une habitude. Reconnaissez-le et lâchez-le. Répétez pour vous, je ne contrôle pas les faits, je contrôle ma réponse. Cela ne fait pas seulement diminuer la souffrance inutile, mais cela vous permet aussi de réagir avec plus d'intelligence face aux défis réels. La force mentale commence lorsque vous acceptez que le monde ne vous doit rien et que les gens agiront comme ils le choisiront, pas comme vous le voudriez. En lâchant ce fardeau illusoire, vous vous libérez pour vous concentrer sur ce que vous pouvez vraiment améliorer. Vos décisions, votre discipline, votre caractère. Les attentes brisées ne vous couleront pas si vous comprenez qu'elles n'étaient jamais des promesses. Elles n'étaient que des illusions que vous avez décidé de lâcher. C'est le premier pas pour durcir l'esprit, briser les chaînes que vous avez créées vous-même. 2. Laisse derrière toi le passé qui te limite. Le passé est comme une ombre. Peu importe combien tu avances, il semble toujours te suivre. Mais ce n'est pas l'ombre qui te retient. C'est ton habitude de regarder en arrière pendant que tu essaies d'avancer. Beaucoup de gens n'échouent pas par manque d'opportunités, mais parce qu'ils portent trop de bagages émotionnels. Anciens reproches, ressentiments, erreurs qu'ils répètent dans leur tête encore et encore. Et bien que le passé ne puisse pas te toucher physiquement, il a la capacité de paralyser ton présent si tu lui donnes du pouvoir sur toi. Le stoïcisme enseigne que le temps le plus précieux est celui que tu as maintenant, pas celui qui est parti. Marc Aurèle a écrit que personne ne peut revenir en arrière.
Donc dépenser de l'énergie sur le passé est aussi absurde que d'essayer de capturer de la fumée avec les mains. Pourtant, nous restons attachés à des souvenirs douloureux parce que nous croyons qu'en les revivant, nous trouverons justice ou réparation. Alors qu'en réalité, nous ne faisons que rouvrir des blessures. La véritable force mentale surgit lorsque tu te permets de lâcher ce que tu ne peux plus changer. Lorsque tu décides que ta vie ne sera pas définie par des chapitres anciens. Pense à combien de fois tu as justifié ton manque de progrès par des phrases comme « je suis comme ça à cause de ce qui m'est arrivé » ou « si je n'avais pas commis cette erreur ». Chaque fois que tu le fais, tu confies le volant de ta vie à une version de toi qui n'existe plus. L'adversité que tu as vécue a pu te marquer, mais elle n'a pas le droit de gouverner ce que tu fais aujourd'hui. Elle continue d'influencer tant que tu lui donnes la permission. Laisser derrière soi le passé ne signifie pas l'oublier ou prétendre qu'il ne s'est jamais produit. Cela signifie reconnaître qu'il a déjà rempli son rôle, te montrer ce que tu devais apprendre. Chaque blessure peut être un rappel de ta résilience, mais elle ne doit pas devenir une chaîne. Si chaque fois que tu penses à une erreur du passé, tu as l'impression de couler, alors tu n'as rien appris de cette expérience, tu es simplement devenu son prisonnier. Un exercice stoïcien que tu peux pratiquer dès aujourd'hui est d'écrire ce qui te lie encore. Noms, souvenirs, erreurs, voire anciens rêves qui n'ont plus de sens. Lis-les à voix haute et demande-toi ensuite, puis-je changer quelque chose à cela maintenant? Si la réponse est non, alors répète-toi, cela a joué son rôle, maintenant je le laisse partir. Ce petit acte symbolique peut libérer une énorme charge mentale, car il transforme ta relation avec ce qui n'existe plus. Le passé a le pouvoir que tu lui accordes. Si tu l'utilises comme une excuse, il te retient. Si tu l'utilises comme un enseignant, il te renforce. La différence réside dans la façon dont tu choisis de le regarder. Chaque fois que le souvenir d'une erreur te poursuit, rappelle-toi, ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que je décide de faire maintenant. Cette phrase est une ancre qui te ramène au présent, qui est le seul terrain sur lequel tu as le contrôle. Un esprit inébranlable ne se définit pas par les coups qu'il a reçus, mais par sa capacité à continuer à marcher sans regarder en arrière, avec ressentiment. Lâche ce que tu ne peux plus changer et avance plus légèrement, car c'est la seule façon de construire un avenir qui ne soit pas une copie de ton passé. 3. Entraîne ton esprit à tout résister. La plupart des gens se concentrent sur l'entraînement du corps, mais négligeant le véritable champ de bataille, l'esprit. Le corps se fatigue, se courbe avec l'âge, mais un esprit fort peut te soutenir même lorsque le corps ne répond plus. Ce qui défait les gens n'est pas la fatigue physique, mais la reddition mentale. Avant que quelqu'un abandonne un rêve, son esprit l'a fait bien avant. Et c'est là que le stoïcien fait la différence. Tandis que d'autres cherchent le confort, le stoïcien s'entraîne dans l'inconfort pour devenir imperturbable. L'esprit, tout comme les muscles, se renforce avec l'effort constant. Si tu fuis toujours la douleur, le froid, le silence inconfortable ou les émotions difficiles, tu ne développeras jamais la résistance nécessaire pour supporter ce que la vie te lancera inévitablement. Marc Aurèle a fait face à des trahisons, des guerres, des pestes et la perte de ses enfants. Mais sa sérénité est restée intacte parce qu'il a entraîné son esprit à ne pas se briser face à la douleur. C'est le niveau de force auquel nous aspirons. Résister non pas parce que le monde est gentil, mais parce que tu t'es préparé pour les assauts. Commence par quelque chose de basique. Dérange ton esprit volontairement. Lève-toi plus tôt que tu ne le voudrais. Termine ce que tu as commencé, même si tu n'en as pas envie. Garde le silence quand tu voudrais discuter. Refroidis ton corps avec des douches d'eau froide pour te rappeler que tout ne doit pas être agréable. Chaque petit défi est une brique de plus dans les murs de ta forteresse intérieure. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais d'apprendre à ce que l'inconfort ne te contrôle pas. Tu dois aussi entraîner ton esprit à tolérer l'incertitude. Beaucoup de gens sombrent non pas à cause de ce qui se passe, mais à cause de l'anxiété de ne pas savoir ce qui va se passer. C'est là que la pratique stoïcienne du détachement du résultat devient ta plus grande arme. Fais ce qui est sous ton contrôle et accepte ce qui ne dépend pas de toi. Cette habitude
empêche ton esprit de s'épuiser à lutter contre des fantômes. Un esprit fort ne se laisse pas non plus manipuler par les émotions du moment. Lorsque la colère, la peur ou la tristesse tentent de t'entraîner, arrête-toi et observe-les comme si elles étaient des nuages passant devant un ciel immense. Elles ne sont pas toi, elles ne sont que des états qui viendront et partiront. La capacité de reconnaître cela empêche que tu agisses impulsivement et te maintient ferme lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. Pratique quotidienne. Chaque jour, choisis quelque chose de petit que tu éviterais normalement par confort et fais-le. Cela peut être de marcher au lieu de prendre les transports, de résister à l'envie de regarder ton téléphone à chaque silence ou de rester 5 minutes de plus à travailler lorsque ton esprit cherche des excuses pour arrêter. Ces actes simples, répétés avec constance, entraînent ta discipline mentale et te préparent pour des moments difficiles. Un esprit entraîné n'est pas celui qui ne ressent jamais la peur ou la tristesse, mais celui qui les reconnaît sans leur obéir. C'est le véritable bouclier contre les tempêtes externes. Si tu deviens le genre de personne qui reste calme lorsque les autres s'effondrent, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu t'es entraîné à tout résister, alors tu auras construit une forteresse que aucune circonstance ne pourra démolir. 4. Fais ce qui est juste sans chercher de témoins. La plupart des gens agissent bien seulement quand quelqu'un les observe. Ils s'efforcent de montrer de la discipline s'ils savent qu'ils recevront des éloges. Ils se comportent avec intégrité tant qu'ils craignent d'être découverts en train de faire le contraire. Mais ce n'est pas une véritable force, c'est agir par commodité. Un caractère inébranlable ne dépend pas du regard des autres. Il se forge dans les moments silencieux. Quand il n'y a pas d'applaudissements, ni de caméra, ni personne pour te récompenser d'avoir choisi ce qui est juste. Le stoïcisme enseigne que le seul juge qui devrait t'importer est ta propre conscience. Sénèque a écrit que le plus grand est d'agir bien même si personne ne le sait. La plupart cherchent la reconnaissance parce qu'ils ont encore besoin de validation externe pour se sentir précieux. Mais celui qui se gouverne lui-même n'agit pas pour plaire. Il agit parce qu'il sait que chaque décision façonne son caractère. Et ce caractère, et non l'approbation externe, est ce qui définit ta véritable valeur. Pense à la force qu'il faut pour dire la vérité, même si elle est inconfortable. Pour tenir parole, même si personne ne le remarque. Pour accomplir ton devoir, même si le mérite revient à un autre. C'est ça, le pouvoir intérieur. Quand tu fais ce qui est juste en silence, tu deviens quelqu'un de fiable, solide, difficile à corrompre. Et même si les autres ne le voient pas tout de suite, tu sais que tu n'as pas trahi tes principes et cette certitude donne une paix que personne ne peut te prendre. Le problème de vivre pour être vu est que cela te rend prisonnier des attentes des autres. Tu te fatigues à essayer de maintenir une image impeccable et tôt ou tard tu t'effondres. En revanche, celui qui agit par conviction n'a pas besoin de maintenir des masques. Il peut marcher calmement, sachant que ses actions sont cohérentes même quand il n'y a pas de spectateurs. Cette cohérence est une forme de liberté, et la liberté est un pilier de la force mentale. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne est plus simple qu'il n'y paraît, mais cela demande de la discipline. Fais l'effort d'être ponctuel même si personne ne le valorise, de respecter tes engagements même si la récompense est invisible, de dire non à ce qui trahit tes valeurs, même si personne d'autre ne proteste. Commence par des gestes simples, rendre ce qui ne t'appartient pas, admettre des erreurs sans chercher d'excuses, ne pas parler mal des autres même si les autres le font. Chaque action silencieuse d'intégrité est une brique qui renforce le mur de ton esprit. Le véritable pouvoir n'est pas d'être admiré, mais de vivre sans peur d'être découvert, parce que tu n'as rien à cacher. Quand tu agis avec droiture, même dans l'invisible, tu gagnes une confiance interne que ni la critique ni la calomnie ne peuvent briser. C'est ce type de force qui distingue ceux qui prétendent être fermes de ceux qui le sont vraiment. Fais ce qui est juste, même s'il n'y a pas d'applaudissements, même si on te traite de naïf, même si on te taxe d'exagéré. Parce que lorsque le monde essaiera de te tenter ou de te démolir, ton esprit se souviendra que tu n'as pas agi pour l'applaudissement, mais par principe.
Et une vie guidée par des principes est une vie impossible à briser. 5. Réfléchis avant de réagir. La plupart des gens se perdent dans leur premier élan. Un commentaire blessant, un regard de mépris, une mauvaise journée au travail, et ils répondent immédiatement avec colère, des mots précipités ou des décisions qu'ils regrettent plus tard. Ce n'est pas la situation qui détruit la paix mentale, mais l'incapacité de s'arrêter avant de réagir. Dans un monde où tout pousse à la vitesse et au bruit, la véritable force réside dans la pause, l'espace entre ce qui se passe et la réponse que tu choisis de donner. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons contrôler comment nous répondons. Celui qui ne développe pas ce self-control devient l'esclave de quiconque sait le provoquer. Il suffit que quelqu'un appuie sur le bouton de sa colère ou de sa peur pour qu'il perde le contrôle. C'est pourquoi le stoïcisme insiste sur l'entraînement de l'esprit à maîtriser les impulsions. Chaque réaction inconsciente te vole de l'énergie et pire encore, te fait agir contre tes propres valeurs. Imagine qu'on te jette une étincelle allumée. Elle n'est pas dangereuse tant que tu ne lui donnes pas de combustible. Il en va de même pour les offenses ou les problèmes. Ils ne te détruisent pas par ce qu'ils sont, mais par le feu que tu leur ajoutes avec ta réaction. La personne qui réfléchit avant de réagir devient comme l'eau. Elle reçoit l'impact, mais ne l'alimente pas. Cette maîtrise n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir à l'état pur. Pour t'entraîner à cela, commence par quelque chose d'aussi simple que de respirer avant de répondre. Cela peut sembler trivial, mais cette seconde d'air est un bouclier qui te permet d'observer ce que tu ressens avant qu'il ne t'emporte. Demande-toi, ma réponse va-t-elle résoudre quelque chose ou simplement aggraver la situation? Cette question brève, posée à temps, peut te sauver de conflits inutiles, de discussions absurdes et de décisions impulsives qui laissent des cicatrices. Une autre pratique utile est de t'imaginer observer la situation de l'extérieur, comme si tu étais un tiers. Ce petit changement de perspective refroidit la colère et éveille le raisonnement. Un stoïcien ne permet pas à une émotion momentanée de décider de son destin. Il s'assure que son action soit délibérée, non le produit de la chaleur du moment. La force mentale ne réside pas dans l'absence d'émotion, mais dans le fait de ne pas être emporté par elle. La peur, la colère ou la tristesse sont inévitables, mais elles n'ont pas à dicter ta conduite. Chaque fois que tu réussis à freiner une réaction impulsive, tu renforces le muscle invisible de la volonté, celui qui te permet de rester ferme lorsque les autres se brisent. Dans la vie quotidienne, cela peut signifier se taire face à une provocation, reporter un message que tu voulais envoyer avec colère, ou choisir de ne pas répondre immédiatement à une critique injuste. Ces petits actes de contrôle, répétés jour après jour, font de toi quelqu'un de plus fort que toute provocation externe. Un esprit inébranlable n'est pas celui qui ne se met jamais en colère, mais celui qui peut se mettre en colère sans perdre son sang-froid. Lorsque tu apprends à réfléchir avant de réagir, tu découvres que beaucoup de batailles sont gagnées en ne les combattant pas. C'est là le véritable triomphe du self-control, vaincre le chaos, sans dépenser d'énergie inutile. 6. Transforme l'adversité en allié. Chaque personne, tôt ou tard, se trouve confrontée à des situations qui semblent impossibles à surmonter. La perte d'un être cher, une trahison inattendue, l'échec d'un projet pour lequel vous avez tout donné. Il est habituel de se demander pourquoi le monde semble être contre vous, de tomber dans la plainte ou de se rendre face à la douleur. Mais c'est là que se mesure la véritable force. Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, mais de la transformer en un carburant qui stimule votre croissance. Le stoïcisme soutient que les obstacles ne sont pas des ennemis, ils font partie du chemin. Marc Aurèle a écrit que ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Cela signifie que chaque problème, aussi insupportable qu'il puisse paraître, est une occasion de démontrer votre capacité à résister, à vous adapter et à devenir plus sage. L'adversité n'arrive pas pour vous détruire, elle arrive pour révéler de quoi vous êtes fait. L'erreur la plus courante est de penser que la vie devrait être juste ou facile. Cette attente ne provoque que frustration et affaiblit le caractère.
Le monde ne promet ni confort ni équilibre, mais il offre toujours des leçons. Lorsque vous faites face à la douleur en vous demandant « Pourquoi moi ?», vous devenez une victime. Lorsque vous demandez « À quoi cela me sert-il ?», vous devenez un apprenti. C'est cette mentalité qui transforme l'adversité en un professeur implacable mais juste. Pensez à l'acier. Il est forgé par le feu et les coups, pas par les caresses. Il en va de même pour le caractère. Chaque coup de la vie est une occasion de vous forger plus fort, plus discipliné, plus serein. Celui qui fuit les défis finit par être fragile, car il n'a jamais développé de résistance. En revanche, celui qui les affronte sans se victimiser accumule des cicatrices qui ne l'affaiblissent pas, mais le rendent plus fort. Une pratique essentielle pour appliquer cette leçon est de changer le langage interne. Au lieu de dire « cela m'a ruiné », répétez « cela m'a entraîné ». Au début, cela semble forcé, mais avec le temps, votre esprit cesse de voir les difficultés comme des punitions et commence à les voir comme des épreuves à surmonter. Ce simple changement de perspective réduit la souffrance inutile et vous donne la clarté pour agir. Il est également crucial de se rappeler que toute douleur n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. Souvent, c'est simplement le prix du progrès. Le corps souffre après un bon entraînement, mais cette douleur annonce la croissance. L'esprit souffre lorsqu'il est confronté à des vérités inconfortables, mais ce malaise indique la maturité. Si vous évitez tout ce qui est inconfortable, vous restez faible. Une autre habitude pratique est d'analyser chaque crise avec froideur. Écrivez ce qui s'est passé, ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Ensuite, décidez d'agir uniquement sur ce qui dépend de vous. Cette stratégie évite que vous ne vous consumiez en plaintes inutiles et dirige votre énergie vers des solutions réelles. Le pouvoir de transformer l'adversité en allié ne réside pas dans l'amour de la souffrance, mais dans la compréhension que chaque obstacle apporte une opportunité de se renforcer. La différence entre quelqu'un qui se brise et quelqu'un qui se relève réside dans l'attitude avec laquelle il affronte la difficulté. Lorsque la douleur frappe, gardez la tête haute et souvenez-vous, vous n'êtes pas venu pour vivre une vie sans problème, vous êtes venu pour devenir plus fort en les affrontant. Chaque blessure peut être une médaille si vous décidez d'en tirer des leçons. C'est le chemin de ceux qui ne se plient pas. Ils n'attendent pas que le monde change. Ils changent face au monde et